Ok, bonjour. Juste un mot d'accueil pour vous dire d'abord la joie de continuer de pouvoir vous accueillir dans un lieu où nous pouvons ensemble, avec l'université, entre le lieu du théâtre, le lieu de l'université, des partenaires, continuer à travailler, continuer à chercher, continuer à échanger, continuer à inviter, continuer à partager aussi des pensées, des réflexions, ce qu'on appelle aussi de la recherche vivante, évidemment, à partir du travail, je dirais, singulier, qu'il soit du côté des artistes, qu'il soit du côté des chercheurs. Donc je vous rappelle que ces rencontres s'inscrivent dans un cadre aussi général de travail pour nous ici au Théâtre de la Ville, avec Sorbonne Université, mais je pense aussi aux équipes qui sont au PUC, il y en a qui sont ici, dans le sport, mais aussi dans les neurosciences, dans toutes les recherches qui nous semblent importantes aujourd'hui de pouvoir partager dans un lieu qu'on appelle tout simplement un théâtre. Alors en deux mots, vous savez qu'un théâtre c'est un lieu de représentation, mais pas forcément seulement de présentation, où la question des émotions, de la pensée font partie justement de nos grands enjeux. Et que l'idée, ça a été toujours de construire au fur et à mesure de ces années cet espace et de le rendre possible. C'est-à-dire l'espace qui est une agora, qui vous permet de rencontrer aussi des personnes, qui permet avec les équipes techniques de ce théâtre d'inventer des espaces et des dispositifs entre la place, le théâtre, l'intérieur de la scène, et c'est tous ces interstices, je dirais, tous ces liens, tout ce qui nous permet de chercher, je dirais méthodiquement, nos capacités à développer des liens. Et comment est-ce qu'on peut développer des liens dans un monde qui, justement, a besoin d'être nourri aussi de compétences, de connaissances, sans parler d'élite, évidemment, tant universitaire ou artistique, mais qui permettent de rendre, je dirais, accessible au plus grand nombre, comme on le dit, le lieu aussi du théâtre à travers le lieu de la connaissance et de la transmission et des savoirs. Voilà, c'est dans cette démarche que nous sommes ici, c'est dans cette démarche que je te remercie, Pierre-Marie Chauvin, autour de tout le travail qui est fait ensemble, de tout le programme que vous menez à Sorbonne Université avec les chercheuses, les chercheurs, mais aussi des artistes auxquels vous tenez beaucoup, qui sont ici, présents, qu'on entendra tout à l'heure, différents, multiples, soit dans leur recherche aussi fondamentale autour de questions comme l'intelligence artificielle, qui fait partie du sujet, ce rapport au passé, au présent, au futur, à la mémoire, à la transmission, bien évidemment, et qui sont les grands enjeux sur lesquels nous pouvons travailler. Donc merci à toi, merci de ces passerelles, comme on dit, de ces ponts, de ces bridges, comme on dit en anglais, que nous devons construire au moment où, évidemment, nous voyons des murs, des replis, qu'ils soient des replis identitaires, des peurs sur les savoirs, ce qui se passe sur les universités américaines. Évidemment, nous le savons tous ici, et nous ne le taisons pas, mais nous ne pouvons pas agir directement, donc nous essayons, je dirais, avec humilité, d'agir là où nous nous trouvons. Là où nous nous trouvons et comment faire ensemble. Comment faire ensemble un bout de chemin, un bout d'échange, un bout de parcours, au moment où les savoirs sur la planète, les replis identitaires, on a vu les élections en Pologne récemment, les élections aussi au Portugal, avec un parti d'extrême droite qui est arrivé deuxième, alors que c'est un pays qui a connu la révolution des œillets il y a maintenant 50 ans seulement, c'est une jeune démocratie, et que nous savons que dans ces cas-là, évidemment, c'est la question des connaissances, des savoirs, des échanges, des débats, de l'université aussi qui est touchée, comme l'endroit de la culture, mais pas seulement. Là, je dis notre solidarité aussi avec l'enseignement supérieur, avec l'éducation nationale, et avec de la santé, évidemment, et que nous avons besoin de ces liens. Voilà. Donc, merci à vous d'être là, parce que si vous n'êtes pas là, on ne peut rien faire. Et on le fait avec vous, pour essayer de prendre soin ensemble de toutes ces questions. Voilà, merci à vous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Juste pour vous dire que pour ce voyage, voilà, ce voyage dans le temps que nous allons accomplir ensemble, c'est donc une mosaïque de gens qui sont réunis ensemble ce soir, des chercheurs, des scientifiques, des artistes, et qui vont être accompagnés en musique et en texte littéraire par la comédienne Valérie Dashwood, qui lira 2 extraits, et par la musicienne Sylvia Lenzi et le musicien mozambicain Ailton Matavela. Voilà, donc pour accompagner tout ce périple, et je vais laisser Pierre-Marie prendre la suite pour présenter les intervenants. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Un mot d'abord sur l'esprit de cette collaboration. Emmanuel a dit le lien qui est au cœur de notre projet, lien entre le Théâtre de la Ville, Sorbonne Université, mais lien aussi avec le grand public, la société civile. Et j'ajouterai aussi, ce qui nous réunit, c'est un esprit d'aventure et d'audace dans la réunion
d'univers parfois qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Et donc vous verrez au sein même des fragments qui vous sont présentés, vous aurez 3 fragments ce soir, des alliances parfois qui peuvent surprendre, et entre les fragments, peut-être que votre esprit va naviguer pour essayer de faire des liens. Je vais introduire la thématique de la soirée qui peut paraître un petit peu difficile comme ça, hein, création, patrimoine et transmission, voyage avec l'IA. Et en fait, pour la comprendre, cette thématique, je pense qu'il faut partir de l'omniprésence de l'IA dans les débats publics contemporains, et pas toujours de la meilleure des façons. L'IA exerce une forme de peur et de fascination. Elle est souvent associée au temps présent, très présent, voire un présentisme. On est enferré dans une espèce de temporalité accélérée, l'IA accélère. Et on va voir ce soir que l'IA, parmi d'autres outils, peut être utilisée très différemment. Est-ce que l'IA empêche de penser? Est-ce que l'IA empêche de créer? Est-ce que l'IA empêche de transmettre? La réponse est non, lorsqu'elle était utilisée par les scientifiques et les artistes que nous allons vous présenter ce soir, puisque la science et l'art utilisent l'IA de manière réflexive, critique, raisonnée. Et l'échantillon que vous allez voir ce soir est un échantillon non pas représentatif de ce qui existe avec l'IA. C'est 3 capsules, on a appelé ça des fragments de savoir vivant, c'est un peu le cycle qu'on organise ici. 3 capsules où on va voir à chaque fois un usage particulier, on va dire des outils numériques, notamment de l'IA, et je dirais pour penser avec et contre l'IA. Avec et contre l'IA, je vais commencer par le dernier fragment peut-être pour remonter progressivement vers le premier. Le dernier fragment qui est consacré à la viralité des images et au rôle de l'IA dans la construction de fake, de fausses images, de désinformation sur Internet, eh bien, il y a un projet qui s'appelle Virapic, qui est porté par l'Encyclopédie d'Histoire numérique de l'Europe de Sorbonne Université, qui est représenté ce soir par Clément Fabre, et qui va présenter ce projet de lutte contre la désinformation, notamment visuelle et historique, et pour voir comment aussi les outils numériques peuvent permettre de lutter contre ces phénomènes. Donc là, on va dire les outils numériques au service d'une connaissance historique fiable. Le deuxième fragment, qui est sur le projet Delacroix numérique, qui est représenté ce soir par Barthélémy Jobert, historien de l'art, grand spécialiste de Delacroix, et par Alina Moscalic-Detal, qui est conservatrice et restauratrice de peinture murale, et avec une alliance notamment sur un projet assez fou d'exploration, on va dire, de notre patrimoine collectif commun de Delacroix à l'Assemblée nationale. Et quelque part, l'IA, je ne veux pas trop dévoiler, je ne sais même pas trop ce qui sera dit, mais l'IA n'est pas forcément là pour dire exactement ce qu'a été une œuvre d'art incomplète ou qui a disparu, etc. L'IA permet de dire ce qu'elle aurait peut-être été. Et comment ça aurait été, ce « et si », c'est quelque chose qui est très, disons, exploré actuellement avec l'IA. Et ce « et si », ce « comment ça aurait pu être », cette exploration des passés alternatifs ou des passés possibles, c'est l'un, disons, des avantages de l'IA qu'on retrouve dans le premier fragment. J'en reviens donc au fragment Molière Ex Machina, qui est l'écriture collaborative d'une pièce à la manière de Molière, avec l'ambition non pas de réveiller Molière, de réveiller sa voix post-mortem, mais de créer une pièce originale au plus près de la connaissance que nous avons aujourd'hui de son processus créatif. Et donc c'est la réunion de 2 mondes qui a priori n'avaient pas grand-chose à voir au départ. Le théâtre Molière-Sorbonne, donc représenté ce soir par Coraline Renaud, qui est doctorante en littérature et aussi comédienne au sein de la troupe du théâtre Molière-Sorbonne. On a dans la salle d'autres membres de l'équipe, notamment le directeur et metteur en scène Michael Bouffard du théâtre Molière-Sorbonne. Et également le collectif d'artistes contemporains Obvious, qui notamment a comme caractéristique d'utiliser l'IA dans la production d'œuvres d'art. Et il y a eu une espèce de petite étincelle qui est née dans un couloir de la Sorbonne, de Sorbonne Université, à l'automne 2023, avec une rencontre, et rapidement est né ce projet de construire une pièce, et c'est un peu l'histoire qui va vous être racontée ce soir. Donc création, patrimoine et transmission, création,
Bien, Molière Ex Machina, on va voir un peu comment l'IA peut être au service de la création. Patrimoine, comment l'IA peut être au service du patrimoine, de la restauration, de la connaissance de notre patrimoine artistique. Et transmission, comment à la fois l'IA peut être un danger dans la viralité d'images déformantes, mais comment les outils numériques, plus généralement, peuvent aider à lutter contre ces éléments. Merci au Théâtre de la Ville, merci à Emmanuel, à toute son équipe, à Julie, Justine pour leur accompagnement régulier sur tous nos événements. Merci aux équipes de Sorbonne Université qui sont pleinement mobilisées, notamment la direction des relations Sens Culture Société. Il y a plusieurs personnes ici qui travaillent avec le Théâtre de la Ville pour cette soirée, mais aussi pour les débats singuliers qu'on organise régulièrement, notamment au Théâtre des Abbesses. Donc merci à tous les investissements des deux équipes et bonne soirée à toutes et tous. Bon, bah merci beaucoup à tous et à toutes d'être ici ce soir. Merci à nos musiciens pour cette douce entrée en matière. Merci aussi pour cette belle présentation qui a précédé. Donc moi je m'appelle Gauthier, je suis un des 3 membres du trio Obvious. On crée de l'art avec l'intelligence artificielle. Donc on utilise des algorithmes de génération d'images majoritairement pour créer des visuels et pour lancer des débats. Donc on a commencé à faire ça en 2017. Aujourd'hui, on a aussi un laboratoire de recherche au sein de Sorbonne Université dans lequel on fait de la recherche pour aller chercher des algorithmes qui permettent de faire de la création artistique. Ce qui nous a mené du coup à cette belle rencontre avec le TMS que Pierre-Marie a évoqué rapidement et à cette rencontre avec Coraline que je vais laisser se présenter. Merci Gauthier. Donc, c'est bon, ça fonctionne. Donc, comme le dit Pierre-Marie, moi je suis doctorante, je prépare une thèse à la Sorbonne sur le théâtre du XVIIe siècle. Je n'entre pas dans les détails, mais je suis aussi comédienne au Théâtre Molière-Sorbonne, donc qui a été fondé en 2017 par Georges Forestier. Et, donc c'est une troupe, mais également une école qui a pour but de réactiver des techniques du XVIIe siècle, à la fois techniques de jeu, mais aussi techniques dans la fabrication des costumes et des décors. Et donc, en ce sens, on peut parler de recherche appliquée, puisque là, on a des chercheurs et des chercheuses qui travaillent au Théâtre Molière-Sorbonne, qui font les recherches sur la prononciation, par exemple, de l'époque, sur les techniques pour faire les costumes, techniques qui sont ensuite mises en pratique par les comédiens et par les artisans qui travaillent avec nous. Et donc, voilà, ce projet qui nous réunit, je vais commencer par vous le présenter un peu plus en détail. Et donc... Bon, voilà. Donc, projet Molière Ex Machina. Donc,
Notre pièce, L'astrologue ou les faux présages, raconte l'histoire d'un père crédule, passionné d'astrologie et manipulé par un astrologue charlatan qui s'appelle Pseudoramus. Et donc, ce père crédule, Géronte, a une jeune fille qui est amoureuse d'un jeune homme, Cléonte, mais le père, malheureusement, veut la marier contre son gré à un homme qu'elle n'aime pas. Donc, cette histoire vous semble sans doute à la fois familière et étrangère. Familière parce qu'elle ressemble à des intrigues que vous avez probablement vues dans d'autres pièces de Molière, et à la fois étrangère parce qu'elle a été... L'intrigue en a été totalement créée par l'intelligence artificielle. On n'a rien fait du tout, on n'a pas intervenu directement sur le texte, mais en même temps, on a joué un rôle central, puisqu'on a eu 14 versions de ce résumé avant d'arriver à ce que j'ai pu vous présenter. Et donc... Oui, si tu veux t'exprimer sur ce... Du coup, pourquoi l'astrologie? Donc, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a décidé de baser cette pièce sur l'astrologie. Donc, il y a des raisons déjà historiques que peut-être tu peux présenter. Oui, qui est déjà que le fait que l'astrologie est un thème qui apparaissait dans des pièces antérieures de Molière, comme notamment Les Amants magnifiques, qui comportent, si vous connaissez la pièce, un personnage d'astrologue. Et donc, en ce sens-là, on a voulu procéder de la même manière dont procédait Molière, puisqu'on sait que non seulement il s'inspirait de pièces italiennes ou espagnoles, mais également lui-même, il s'inspirait de pièces antérieures, par exemple des Précieuses ridicules pour les femmes savantes, ou alors le thème de la médecine qu'on retrouve dans Le Malade imaginaire avait déjà été abordé de façon moins développée dans des pièces antérieures. Et là, donc, on a vu en filigrane, même plus qu'en filigrane, des traces de ce thème de l'astrologie dans diverses pièces de Molière. Et donc, on s'est dit qu'il aurait été probable, en plus dans la lignée de cette critique des fausses croyances, que Molière s'empare de ce sujet auquel il n'avait jamais consacré une pièce dans son intégralité. Et par chance, c'est aussi un sujet qui résonne énormément avec notre société d'aujourd'hui et avec ce thème de l'IA qu'on souhaite aborder aussi au travers de l'astrologie. Donc en fait, dans cette pièce, tous les éléments sont générés à l'aide d'intelligence artificielle, avec évidemment beaucoup d'allers-retours, puisque c'est un processus itératif. Et dans ce processus, l'humain reste au centre, et notamment la connaissance du TMS autour de Molière, ça va jusqu'à ce qu'il a écrit, mais bien sûr, mais aussi ce qu'il avait dans sa bibliothèque, par qui il était inspiré. Et tout ça nous a mené au thème de l'astrologie. Ce thème de l'astrologie, il reflète très bien ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de biais d'information où les personnes qui techniquement connaissent cette technologie, sont capables de dire comment ça fonctionne, savent s'adresser à ces algorithmes. Et les personnes qui le sont moins voient ça plus comme de la magie. Et ça peut mener éventuellement à de la manipulation. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est important aujourd'hui de traiter de ce sujet, et on pense que donner l'exemple d'une création faite entièrement avec tous ces algorithmes et avec la connaissance humaine, c'est un bon moyen de le faire et de lancer un débat. Donc c'est quelque chose que chez nous on fait beaucoup chez Obius. Donc vous connaissez pas forcément notre histoire, mais en 2018 on a généré une œuvre d'art qui est passée par une grande maison d'enchères et qui a suscité énormément de débats. On aime beaucoup lancer ce genre d'interrogation. On aime aussi apporter un espèce d'avis un peu positif au milieu de toutes ces peurs qu'il y a autour de l'IA, peurs qui sont quand même plutôt justifiées, mais on pense que par l'exemple, on peut amener des choses, on peut nous amener vers un avenir meilleur. Et je pense que le projet Molière Ex Machina, c'est quelque chose qui s'inscrit exactement là-dedans. Voilà, donc peut-être tu veux que je continue ou... je peux... Non, mais je pense aussi le moyen d'aller un peu contre cette peur que décrivait Gauthier, c'est justement le fait de montrer à quel point l'humain, et ça je reprends ce qui a beaucoup été dit lors d'autres présentations, mais à quel point l'humain est en fait au centre du processus, parce qu'on ne dit pas juste un algorithme, écris-nous une pièce dans le style de Molière sur l'astrologie. C'est ce qu'on avait fait au tout début, mais les résultats n'étaient pas très probants, on va dire. Quand Georges Forestier les avait vus, il a dit que ça ressemblait à la rédaction d'un élève de 5e. Donc voilà, et puis à la fin, l'astrologue s'excusait de sa méchanceté, tout le monde faisait la fête. Vous voyez, c'était une intrigue vraiment extrêmement simpliste. Et donc, nous, on a corrigé tout ça. Comme on a dit, on n'intervient pas directement sur le texte, mais on peut faire des retours en se fondant justement sur ce qu'on connaît de Molière, ou sur ce qu'on a lu, sur les analyses qu'on peut faire pour
pour signaler ce qui pose problème. Et c'est en cela aussi que ce projet nous apporte quelque chose à nous et nous permet de nous renseigner davantage sur le processus créatif de Molière également. Parce que quand on voit justement ce qui ressort de ces générations, parfois ça nous fait nous poser des questions sur certaines choses. Comme là, le père de famille était appelé Ariste au départ. Alors, ce n'est pas du tout le nom d'un personnage crédule. Ariste, ça vient d'arrêter, c'est la vertu. Donc, on a remarqué qu'effectivement, chez Molière, en principe, c'était un nom de raisonneur, Ariste. Donc, on a signalé que le nom n'allait pas. Voilà, c'est simplement un exemple. Mais tout ça pour dire que tout ce que génère automatiquement... tout ce qu'on voit comme ça automatiquement dans les générations, ça nous amène nous aussi à réfléchir sur comment procédait Molière, comment il choisissait les noms, et ça attire notre attention sur des détails qui nous paraissent parfois anecdotiques quand on lit les pièces. Quand on ouvre le Malade imaginaire, on ne se demande pas pourquoi le personnage s'appelle Argan, et là ça attire vraiment notre attention justement sur la manière dont Molière crée, et c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, dans ce projet, sur ce qu'aussi il nous apprend à nous-mêmes, et sur... la façon dont il peut nous aider à aborder le processus de création d'une pièce de théâtre et à entrer après coup dans l'atelier de Molière, parce que vous le savez sans doute, mais on n'a pas de brouillon de pièces de Molière, ça on ne peut pas vraiment revenir en arrière, mais ça nous permet du moins d'interroger la manière dont il crée son processus créatif de l'intérieur en quelque sorte. Et du coup, pour parler un petit peu plus de ce processus créatif, donc en fait, le théâtre, c'est un art qui est total. En fait, ça implique énormément de différentes créations. Donc, il y a évidemment la rédaction du texte. Et donc, on a décidé de passer par un résumé pour ensuite faire de la génération de dialogue. C'était nécessaire parce que si on demande effectivement à un algorithme de génération de texte de générer une pièce entière, on n'a aucune cohérence. En fait, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Donc, on part d'un résumé qu'on va énormément travailler pour que tout soit cohérent jusqu'à l'entrée des personnages, la sortie des personnages de scène, et pour ensuite travailler les dialogues. Et là, on va aller inculquer dans l'algorithme certaines inspirations au moment où on doit le faire, certaines pièces italiennes, certaines pièces de Molière, quand on veut vraiment orienter les scènes, et c'est là que c'est important d'avoir des experts dans Molière. On travaille aussi sur la création des costumes via des algorithmes de génération d'images. Donc vous avez peut-être expérimenté un peu avec ces algorithmes. C'est une esthétique qui est très lissée, qui est un peu la même partout, quoi qu'on fasse avec ces algorithmes. Donc nous, on va aller surentraîner ces algorithmes avec des dessins, du coup de JC en l'occurrence, pour avoir vraiment des schémas de costumes qui sont au plus proches de ce qui se faisait à l'époque. Ensuite, il y a une partie d'interprétation humaine de ces schémas pour arriver à des vrais costumes cousus à la main. Et donc ça met aussi en avant le savoir-faire des personnes au-delà de la création pure avec de l'intelligence artificielle. Et enfin, donc il y a la création des décors qui suit à peu près le même processus, donc de surentraînement d'un algorithme d'image, et la création de la musique, donc qui est un peu nouvelle pour nous, mais qui implique du coup soit de passer par des partitions, soit de passer par de la génération directement de musique et de déduire des partitions. Mais voilà, tout ça, le but c'est d'aller chercher chaque composante de la pièce, enfin de la création d'une pièce, d'essayer avec les algorithmes d'aujourd'hui de créer quelque chose qui se rapprocherait au mieux de ce que Molière aurait pu écrire s'il n'était pas mort et s'il avait eu le temps d'écrire une pièce de plus. Et donc voilà, le but c'est de combiner le savoir-faire humain et les dernières technologies qu'on a à disposition pour arriver à une création unique qui est une espèce d'uchronie, un voyage dans le temps, dans une espèce de passé alternatif. Je sais pas au niveau du temps si on... Ouais, je vois pas non plus. Soit on passe aux questions, soit on peut continuer. Ok, nickel. Peut-être qu'on peut parler un petit peu de... moi, je peux parler peut-être de la première expérience que j'ai eue en arrivant au TMS et en voyant ça, parce que pour nous, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, en fait, c'est un groupe de personnes qui font de la recherche par l'expérimentation. Donc, nous, on est arrivés dans vos locaux et ça a été pour nous une claque de découvrir cet univers. Honnêtement, c'était impressionnant. Donc, il y a en fait... Ils reproduisent jusqu'à la diction, la manière de la gestuelle, tout comme à l'époque de Molière. On pense que c'est aujourd'hui plus intéressant d'approcher le sujet de Molière de cette manière, parce que on aurait pu se dire on va faire une pièce contemporaine avec de l'IA qui sonne vaguement comme Molière, mais qui traite des sujets d'aujourd'hui.
on trouvait ça plus intéressant d'aller chercher justement cette expertise et de se poser la question de ce que Molière aurait pu vraiment écrire à ce moment-là, au moment de sa vie, donc, où justement il s'intéressait aux pseudosciences depuis le début, mais il s'intéressait particulièrement à l'astrologie, et en quoi plutôt ça résonne du coup avec ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Après, sur le processus de création des textes, tu veux peut-être qu'on en parle un peu plus en détail ? Oui, on peut faire ça. Donc, en gros, sur la création de textes, en gros, donc, comment ça fonctionne ? En fait, on fait des séances d'écriture où on se réunit à peu près toutes les semaines. Donc, ça dure depuis 1 an. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de travail. C'est très loin de l'idée qu'on se fait de l'IA, qu'on appuie sur un bouton et puis qu'on arrive à un résultat fini. Honnêtement, dès les 2-3 premières générations, pour nous, c'est assez convaincant pour être du Molière, puisque on connaît clairement pas assez le sujet. Bon, maintenant, on commence à connaître. Mais je pense que pour vous, il y a quand même certaines choses qui ressortent qui sont extrêmement évidentes. Typiquement, les noms des personnages, les textes, certaines parties du texte, et évidemment le fait que ce soit drôle, parce qu'en fait, au-delà de cette recherche, il y a aussi la volonté de faire une pièce qui soit vraiment, qui fonctionne et qui soit drôle. Et je pense que ça, c'est un type d'humour qu'il faut avoir passé une vie, ou une partie de vie à étudier pour réussir à s'en approcher. Oui, donc pour décrire un peu plus précisément, on a d'abord commencé par générer un résumé très précis, scène par scène, de la pièce qu'on attendait, parce que c'est tout simplement comme ça que procédaient les auteurs dramatiques à l'époque. Ils commençaient d'abord par faire un canevas de la pièce qu'ils voulaient, avant de détailler les dialogues et scène par scène. Donc voilà, c'est ce dont parlait Gauthier. Ce résumé-là, évidemment, 2-3 fois n'ont pas suffi, puisqu'on a 14 versions. Là, c'est enfin notre version définitive. Et donc, une fois qu'on a ça, après, on essaie de générer les dialogues scène par scène. Alors là, encore une fois, pour chaque scène, on ne part pas de zéro. En principe, on cherche parmi les pièces de Molière des scènes qui sont similaires à celles qu'on cherche à générer. Si par exemple, on a une scène d'amour entre le jeune homme et la jeune fille, on va chercher dans des pièces similaires, comme par exemple, on a beaucoup d'exemples du Malade imaginaire, qui est la dernière pièce de Molière. Et donc, on cherche des scènes similaires, et puis on dit à l'algorithme de nous étudier ça, et ensuite de s'en inspirer justement pour nous générer les dialogues. Comme ça, parce qu'il y a un style qui revient, par exemple, une servante ne va pas tutoyer son maître, mais lui va la tutoyer, donc ce genre de choses. Et c'est en ça que les modèles qu'on donne peuvent aider à la génération des dialogues. Et je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur la génération des dialogues. Moi, je pense que sur les dialogues, on est à peu près bon. Après, on peut peut-être parler un peu plus du projet global. Donc, c'est un projet qui a commencé il y a à peu près il y a plus d'1 an, qui va encore durer au moins 1 an. Il sera présenté à l'Opéra Royal de Versailles en mai 2026, puis au Château de Chambord, avec une vraie volonté derrière de présenter ça au public. Donc là, ce sera les premières. Et ensuite, on aimerait vraiment faire une tournée où on invite des élèves, des universitaires, un maximum de gens à expérimenter un peu ce voyage dans le temps et à vraiment voir, avec un œil critique évidemment, puisque c'est ce à quoi on s'attend, ce dont est capable l'IA et ce dont est capable du coup l'alliance de l'IA et du savoir humain. Quand il est mis au service de la création d'une œuvre originale. Oui, parce que ça, je pense, c'était sous-entendu, mais l'idée, c'est que justement, cette pièce va être jouée en costume d'époque, avec l'addiction d'époque, par la troupe du théâtre Molière-Sorbonne qu'on mentionnait initialement. Sur la présentation du projet, donc aujourd'hui, on est là devant vous pour vous le présenter, mais on sera aussi présent samedi à Vivatech, puisque c'est à la fois un projet qui est qui est universitaire et qui est un projet de recherche, mais qui est aussi un projet qui met en avant le savoir-faire technique qu'on développe en France, notamment autour de l'IA. Donc on sera présent aussi là-bas et on aime bien cette dualité dans le projet, puisque selon nous, elle représente bien cette rencontre qui est faite entre le monde universitaire, le monde de la recherche,
et le monde plus artistique et plus technologique. Voilà, donc on espère que ce sera un projet qui résonnera, qui fera retentir notre envie de mélanger la science et l'art et qui pourra initier cette espèce de nouvelle renaissance à laquelle au sein d'Obvious on croit, puisque on pense qu'avec l'arrivée de ces nouvelles technologies, elle doit forcément s'accompagner d'une espèce de révolution artistique, et il faut que on arrive avec du coup des artistes qui prennent en main ces outils et qui mettent en place des projets pour faire résonner cette nouvelle vague technologique. On a peut-être un peu de temps pour des questions, je Ouais, pense. si vous avez des questions, n'hésitez pas, monsieur. À partir duquel vous avez construit donc les dialogues. Mais est-ce que ce résumé, vous avez eu recours donc à l'IA, et à combien d'itérations pour arriver donc à une version donc définitive? Seconde question, donc je vois dans le prospectus que vous avez travaillé avec le modèle donc Mistral, qui est un modèle donc français. Est-ce que c'est un choix politique ou est-ce que ça correspondait à des critères de créativité ou de capacité d'entraînement? Si je peux me permettre, je vais répondre à la première question, je laisserai à Hugo le privilège de répondre à la seconde. Donc oui, le résumé, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, il a été aussi exclusivement généré par IA, ce n'est pas nous qui avons choisi les noms des personnages ni l'intrigue. Nous, on a simplement choisi le thème de l'astrologie, d'après les déductions dont j'ai parlé tout à l'heure, mais après le résumé, on n'en a pas écrit un mot. Mais on en a fait 14 versions. Parce qu'à chaque fois, on a signalé ce qui n'allait pas, par exemple. Comme au début, la fin dont je parlais, qui ne correspondait pas vraiment, la fin joyeuse et très moralisatrice, qui ne correspondait pas vraiment quand même à ce qu'on avait chez Molière. Ça, on l'a signalé. On avait même donné l'exemple d'un critique qui analysait les œuvres de Molière. Donc l'IA s'en est inspiré pour faire ensuite une fin plus proche dans l'esprit de Molière. Mais voilà, on a procédé comme ça systématiquement en donnant des indications, mais sans jamais intervenir directement sur le texte pour modifier ce qui ne nous plaisait pas. C'est pour ça que c'est parfois long, parce que nous, on sait vers quoi on aimerait aller, mais on s'est vraiment mis la contrainte de ne pas intervenir directement. Et donc, voilà, parce que nous, on a parfois envie de donner des consignes ou de pousser dans un sens, mais on essaye justement de s'en empêcher pour vraiment respecter notre postulat de départ. Et sur la question de Mistral, du coup, l'intérêt et la motivation, elle est double. Donc déjà, on pense que ce projet, il a aussi pour but de faire un peu rayonner la France et de montrer une certaine forme d'excellence à la française. Donc logiquement, ça paraissait logique de s'orienter vers un modèle de génération qui est français. Ensuite, il y a eu aussi, donc ça a plutôt été une surprise, mais sur la génération, on s'est rendu compte en fait que le modèle de Mistral fonctionnait plus ou moins mieux que ChatGPT, donc celui d'OpenAI. Donc c'est vraiment une chance du coup qu'on puisse faire ça avec Mistral. On a aussi un accompagnement technique qui nous permet de nous rapprocher au mieux et d'avoir un contrôle sur les algorithmes qu'on n'a pas forcément quand c'est un algorithme avec une simple interface. Ensuite, pour parler un petit peu techniquement de ce qu'on a fait, donc on a essayé différentes méthodes pour faire les générations. Une des méthodes, ça a été évidemment de prendre tout le corpus de Molière et d'entraîner l'algorithme sur ce corpus-là. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on s'est rendu compte que le modèle plus général fonctionnait mieux, puisqu'il incluait déjà en fait le corpus de Molière. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller mettre des extraits sélectionnés au moment de la génération. Donc en fait, au lieu d'entraîner l'algorithme et ensuite de lui demander des choses, au moment où on va lui demander des choses, on va lui dire prends pour exemple cet extrait de telle pièce, et on s'est rendu compte que là en fait on arrivait beaucoup mieux à le contrôler et à l'orienter vers quelque chose qui nous plaisait. Donc voilà pourquoi Mistral fait sens pour ça. Bonsoir. J'avais une petite question par rapport au travail et aux outils que vous utilisez. Dans la création artistique, il est question, dans la création artistique, il est plus question d'authenticité, mais est-ce qu'en utilisant l'IA, ça renforce l'authenticité ou on s'en éloigne de plus en plus? Et si oui, comment vous faites pour garder cette authenticité-là? Merci. Alors c'est une très bonne question et une question qui revient souvent avec l'IA,
puisqu'en fait, dans le processus de création avec l'IA, la partie créative, enfin la partie, le moment où l'œuvre est créée, il est externalisé en fait. Donc on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment une création qui est initiée par l'humain si elle est en fait au final générée avec de l'intelligence artificielle. Notre avis, c'est que en fait tout l'apport de l'humain se fait dans la préparation de cette génération. Et en fait, c'est pour ça qu'avec le même outil, les mêmes données, deux personnes vont faire quelque chose de radicalement différent. Donc pour nous, l'humain, il est vraiment au centre de la création. Et c'est lui qui a le contrôle sur ce que va faire l'IA. Bien sûr, il y a une part de l'IA qui est du coup extérieure. Et ça, pour nous, c'est aussi quelque chose qui est précieux parce que ça permet de travailler à un très grand nombre sur une œuvre. Si on était 20 personnes en train d'essayer de peindre un canevas, ça irait pas, on n'arriverait pas à s'entendre. Le fait de pouvoir tous travailler sur la préparation plutôt que sur la création directement, en fait, ça nous permet de mettre tout notre savoir, toute notre créativité dans cet algorithme. Ensuite, on externalise ça et ça permet de créer comme ça. Et ça permet aussi de retirer un peu le côté d'avoir la prétention de pouvoir créer une pièce de Molière, puisqu'on n'a pas cette prétention. Aucun de nous écrit assez bien pour faire une pièce comme ça. Mais si on met tous ensemble nos connaissances au service de cette création, et donc nos connaissances techniques, les connaissances du TMS sur la vie de Molière, sur ses créations, on peut essayer d'approcher quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a d'autres questions ou on est bon niveau temps? On va laisser la place aux musiciens du coup, je pense. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, je vais vous lire les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Construire, c'est collaborer avec la terre. C'est mettre une marque humaine sur un paysage qui en sera modifié à jamais. C'est contribuer aussi à ce lent changement qui est la vie des villes. Que de soins pour trouver l'emplacement exact d'un pont ou d'une fontaine, pour donner à une route de montagne cette courbe la plus économique qui, en même temps, la plus pure. Élever des fortifications est en somme la même chose que construire des digues. C'était trouver la ligne sur laquelle une berge ou un empire peut être défendu. Le point où l'assaut des vagues ou celui des barbares sera contenu, arrêté, brisé. Creuser des ports, c'était féconder la beauté des golfes. Fonder des bibliothèques, c'était encore construire des greniers publics. Amasser des réserves contre un hiver de l'esprit car certains signes, malgré moi, je vois venir. J'ai beaucoup reconstruit. C'est collaborer avec le temps sous son aspect de passé, en saisir ou en modifier l'esprit, lui servir de relais vers un plus long avenir. C'est retrouver sous les pierres le secret des sources. Notre vie est brève. Nous parlons sans cesse des siècles qui précèdent ou qui suivent le nôtre, comme s'ils nous étaient totalement étrangers. J'y touchais pourtant dans mes jeux avec la pierre. Ces murs que j'étais sont encore chauds du contact de corps disparus. Des mains qui n'existent pas encore caresseront ces fûts de colonnes. Plus j'ai médité sur ma mort et sur celle d'un autre, plus j'ai essayé d'ajouter à nos vies ces rallonges presque indescriptibles. À Rome, j'utilisais de préférence la brique éternelle qui ne retourne que très lentement à la terre dont elle est née et dont le tassement ou l'effritement imperceptible se fait de telle manière que l'édifice reste montagne, alors même qu'il a cessé d'être visiblement une forteresse, un cirque ou une tombe. En Grèce, en Asie, j'employais le marbre natal, la belle substance qui, une fois taillée, demeure fidèle à la mesure humaine,
si bien que le plan du temple tout entier reste contenu dans chaque fragment de tambour brisé. L'architecture est riche de possibilités plus variées que ne le feraient croire les 4 hordes de Vitruve. Nos blocs, comme nos tons musicaux, sont susceptibles de regroupements infinis. Presque tout ce que notre goût accepte de tenter le fut déjà dans le monde des formes. Je passais à celui de la couleur. Le jaspe vert, comme les profondeurs marines, le porphyre grenu comme la chair, le basalte, la morne obsidienne, le rouge dense des tentures s'ornait de broderies de plus en plus savantes. Les mosaïques des pavements ou des murailles n'étaient jamais assez mordorées, assez blanches ou assez sombres. Chaque pierre était l'étrange concrétion d'une volonté, d'une mémoire, parfois d'un défi. Chaque édifice était le plan d'un songe. Alors, comment est-ce que nous sommes arrivés à ce qu'on va vous présenter ce soir? C'est une expérience tout à fait personnelle. Vous savez qu'en histoire de l'art, on ne parle pas dans l'abstrait, on parle d'œuvres. Et que ces œuvres, elles ont une matérialité. Ceux ou celles qui les connaissent peut-être le mieux, ce sont les restaurateurs ou les restauratrices qui affrontent cette matérialité pour retrouver des états qu'on suppose plus ou moins proches de l'original, qui a été créé il y a 20 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans et quelquefois beaucoup plus, puisque Alina me disait tout à l'heure qu'elle travaillait aussi sur la grotte Chauvet et sur Lascaux, donc 40 000 ans avant nous. Moi j'ai eu cette expérience parce que les restaurateurs ou les restauratrices s'entourent de conseils de gens supposés savants. Et à chaque fois qu'il y a des restaurations qui sont lancées, il y a un comité scientifique qui parle, qui discute avec ceux qui vont intervenir directement sur l'œuvre.
Et c'est comme ça qu'il y a un certain temps, j'ai fait la connaissance d'Alina autour de la restauration de décors de Delacroix. Delacroix, vous le connaissez très bien, puisqu'il a fait un des tableaux les plus célèbres du monde, La liberté guidant le peuple, qui a la renommée aussi bien de l'autoportrait de Van Gogh ou de la Joconde, sont des choses que tout le monde connaît. On connaît peut-être un peu moins bien ces grandes peintures décoratives, la Pietà qu'il a faite à Saint-Denis du Saint-Sacrement, pas très loin d'ici, les peintures murales qu'il a faites à Saint-Sulpice, qu'on connaît peut-être un peu mieux, et puis ce qu'on ne connaît pas vraiment, parce que c'est la maison du peuple, mais le peuple n'y rentre pas, c'est les grands décors qu'il a fait à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui l'ont occupé plusieurs à chaque fois, près de 10 ans. Et moi, j'avais rencontré Alina pour Saint-Denis du Saint-Sacrement et pour Saint-Sulpice. Je connaissais l'Assemblée nationale et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de créer des expériences immersives autour de ces décors et de proposer sur écran la possibilité à vous, à n'importe qui, d'avoir cette expérience qui est très rare et qui est exceptionnelle, d'être le nez sur l'œuvre comme le peintre l'a fait dans ces grands décors. Alors ça posait pas mal de problèmes, des problèmes techniques, et d'abord le problème de rassembler une documentation photographique qui permette de créer ces décors, étant entendu que du côté de l'architecture, j'avais dans mon environnement immédiat une équipe qui s'occupe de reconstituer des architectures disparues ou d'analyser des architectures existantes. C'est une équipe par exemple qui a fait le scan de Notre-Dame, fortuitement quelques semaines avant l'incendie, et ce qui a permis de refaire un nouveau scan après l'incendie pour voir si la cathédrale avait bougé au moment de l'incendie. Et ce sont des choses qui se font avec suffisamment de précision, puisque c'est en dessous du millimètre. Donc on avait cette possibilité avec nous. Mais vous allez le voir, la bibliothèque de l'Assemblée nationale, enfin les décors de l'Assemblée nationale posent de gros problèmes. C'est très haut et c'est d'une structure un peu compliquée. Donc on était un peu à l'arrêt, et miracle, il y a 2 ans, tout juste, l'Assemblée nationale a décidé de restaurer cette bibliothèque où travaillent les députés, donc de la neutraliser pendant 1 an. Vous allez voir à quoi ça a ressemblé. On m'a demandé de faire partie du comité scientifique, mais surtout, des échafaudages ont été montés qui ont permis la restauration d'un côté et à nous de travailler ensuite. Et dans la présentation qu'on vous fait ce soir, je voulais qu'il y ait cette partie restauration, puisque vous allez le voir, elle est vraiment à l'origine de ce que nous allons maintenant faire, parce que je ne présenterai pas de résultats, je présenterai simplement le travail qu'on va mener pendant les 2 à 3 ans qui viennent, mais qui n'aurait pas été possible sans Alina et son équipe, puisque vous étiez une trentaine à travailler en permanence à l'Assemblée, à la fois pour ce que ça nous a permis à nous techniquement, mais également pour les discussions qu'on a pu avoir avec elle et son équipe, et c'est maintenant à elle de parler. Je lui laisse la parole. Alors bonsoir. Donc vous voyez sur ces 2 images la bibliothèque avant et après la restauration, donc je commence par la fin un peu. Et donc, comme disait Barthélemy, mon équipe était composée d'une trentaine de restaurateurs spécialisés en peinture murale et en toile marouflée et dorure, parce qu'on a tous ces éléments dans ces décors. Oups, j'ai loupé peut-être une diapo. Non. Ah, voilà. Alors, donc, je vous présente l'ensemble. Il s'agit donc d'une nef qui représente 42 mètres de long sur une dizaine de mètres de large. Et les plafonds culminent à environ 15 mètres. On a donc 2 culs de four et 5 coupoles. Et tout est peinture murale, donc peinte directement sur l'enduit, sur la maçonnerie, à l'exception des écoinçons qui ornent donc chaque coupole. Il y a 4 écoinçons qui sont peints sur les toiles qui ont été marouflées ensuite sur les murs. Donc les peintures réalisées entre 1839 et 47, technique l'huile et cire, ce qui est une technique de prédilection de Delacroix qu'il a employée dans beaucoup de ses chantiers.
Il a collaboré avec deux artistes principaux pour ces projets, c'était Gustave Lassalborde et Louis Desplanay. Évidemment, il y avait plein d'assistants dans l'atelier, des élèves, mais on parle essentiellement de ces deux collaborateurs qui ont travaillé beaucoup parce que c'est un énorme décor, donc évidemment, ils ne pouvaient pas les faire tout seuls. Les toiles marouflées étaient réalisées, donc avant les marouflages, en atelier et marouflées seulement après sur les murs. Et il faut aussi savoir qu'il n'a pas pu avoir accès comme nous à la totalité des espaces en même temps, mais il avançait par coupole et par espace, donc qui compliquait aussi la réalisation un peu homogène de ces décors. Les parties ornementales sont réalisées probablement par Ciceri, qui était un décorateur de théâtre, et les marouflages, c'est l'atelier Haro, qui était l'atelier, pareil, avec qui Delacroix collaborait régulièrement. Je vous montre donc une image de 1930 et de 2024. Donc 1930, c'est nos prédécesseurs, c'est la restauration, la dernière restauration fondamentale. Donc ça fait presque 100 ans que ces décors ont été restaurés. Donc il était temps. Et même sur les deux photos, on voit les mêmes altérations, les mêmes fissures qui apparaissent. Évidemment, ils n'avaient pas les mêmes conditions que nous. Vous voyez l'échafaudage en bois avec des grands trous à 15 mètres en dessus du sol. J'aimerais pas être là. Alors, pour vous dire aussi que les peintures ont été restaurées, donc, mais aussi toute la bibliothèque. Donc, elle était complètement fermée et on a profité pour faire la première restauration depuis la création de la bibliothèque, en fait, de tous les livres, les étalages, etc. Donc nous, on avait un échafaudage suspendu et qui était étanche, donc qui permettait d'avoir les deux chantiers en même temps, car les députés n'étaient pas d'accord pour fermer la bibliothèque pour plus d'un an, ce qui était déjà énorme. Alors, les problèmes majeurs de ces décors, c'était des problèmes de structure. C'est assez curieux, intéressant, la construction de ces coupoles et de ces culs de four, qui est réalisée avec des pots en terre cuite que vous voyez sur la vignette au centre. Et c'est un matériau léger qui permet de former ces volumes de sphères. Et cette structure a souffert de beaucoup de fissures, de mouvements d'architecture, parce que l'assemblée a été construite en plusieurs parties, donc les terrains bougeaient et les bâtiments s'étassaient. Donc évidemment, tout ça, ça s'est répercuté sur les décors. Et je vous montre quelques altérations types sur les toiles marouflées, donc des décollements, des déchirures, des déformations qu'il fallait traiter. L'exemple d'Anne Coinson, en l'occurrence Nouma et Géry, qui on voit la fissure qui se propage sur la totalité, qui traverse la totalité de la toile. Et évidemment, il fallait consolider les décors par l'intérieur et par l'extérieur. Donc, on collaborait avec des maçons donc, qui injectaient un coulis et nous, on surveillait les décors par l'intérieur et il fallait évidemment réparer toutes les déchirures, décrasser les peintures qui étaient très très sales et sombres. On voyait à peine les scènes, éliminer les vernis, colmater les lacunes et puis évidemment faire la réintégration picturale de les retouches. Alors, ce qui est intéressant, c'était en fait l'origine un peu de cette idée. On a eu des discussions sur l'échafaudage avec donc Barthélemy, et on se disait qui a peint quoi en fait, quel assistant exécutait quelle toile. Parce qu'on a un peu de sources écrites, transmises par Louis Desplanay, qui a décrit très précisément sa collaboration avec Delacroix, et qui a indiqué quelle équation était réalisée par lui, par Delacroix ou par Gustave Lassalborde. Par contre, Lassalborde n'est pas vraiment d'accord avec Louis Desplanay. Il s'approprie énormément d'équations, donc on dirait presque la moitié c'était réalisé par lui. D'ailleurs, il s'est fâché à un moment donné avec Delacroix et claqué la porte et rentré dans le sud de la France, chez lui. Donc on s'interrogeait qui a peint quoi, comment identifier les mains, sachant que Delacroix, c'était un peintre qui n'était jamais content de résultats et qui revenait sans cesse et reprenait tout. Donc il y a probablement
sur la même peinture, il y a les mains peut-être de Planet, mais aussi les mains de Delacroix. Donc ça, c'était la question. Est-ce qu'on peut identifier qui a fait quoi? Ça, c'est une petite anecdote. J'ai trouvé ça charmant. C'est un historien d'art un peu farfelu qui, au XIXe siècle, a introduit une notion de connoisseurship qui consistait en attribuer une œuvre à partir de l'observation attentive de détails qui trahissent la main de l'artiste. Donc, il prétendait de pouvoir identifier des peintres, en l'occurrence des Renaissances, en regardant attentivement la manière dont il peint les mains ou les oreilles ou les pieds, essentiellement les éléments anatomiques, parce qu'il trouvait que les peintres s'oubliaient un peu et se lâchaient et ils peignaient les mains un peu en s'inspirant de leur propre anatomie. Donc il a identifié, vous voyez sur ces planches, précisément Fra Filippo, Filippino, etc. Donc ça, c'était une petite anecdote. Et vous voyez, je vous montre quelques mains de Delacroix qui sont aussi assez différentes. Bon, peut-être certaines peintes par Louis Desplanés, d'autres par Delacroix, mais c'est peut-être l'intelligence artificielle qui n'a pas vraiment participé à notre chantier. J'étais entourée que des humains et on n'a pas... Mais je n'exclus pas le recours parce que peut-être parfois, là, il faut dire que les peintures étaient en très bon état de conservation quand même. Mais on peut imaginer que lorsqu'on a perdu un fragment de draperie ou une image, un visage, on peut peut-être demander à l'IA de nous proposer des reconstitutions selon ces peintres. Et pourquoi pas créer une base de données de, je ne sais pas, de données concernant tous les peintres qu'on peut consulter pour aider à l'identification des œuvres. Alors, donc, après, je me pose la question toujours, est-ce qu'on peut lui apprendre la matière, le geste, les sentiments d'un peintre? C'est ça qui fait l'œuvre, en fait. Parce que Delacroix, c'est les gestes un peu fugueux, nerveux, furieux, c'est la matière, c'est les empattements, c'est les bijoux, c'est les expressions, c'est des émotions. Donc voilà, est-ce que l'IA saura apprendre cette chose-là? Je vous remercie, je passe la parole à Barthélémy. Voilà, donc vous avez compris sur quelle base nous passions. Alors, si on revient un tout petit peu en arrière, hein, parce que ces photos sont vraiment très très bien. Bon, Morelli, c'est complètement dingue, mais enfin, il a tout de même été très... Enfin, il a eu beaucoup d'importance. Hein, et c'est, en fait, on a avec Morelli, sur les procédés d'identification, vraiment la base, c'est-à-dire c'est l'œil qui fonctionne. Et c'est pour ça que je veux revenir à ces trois équations, parce que dans les discussions qu'on a eues, Alina, qui est intelligente, ne vous a pas montré celle qui nous a posé beaucoup de problèmes, parce qu'il y a vraiment un écoinçon qui est plus faible que les autres. Démosthène. Qui était probablement peint par Delacroix. Et alors justement, alors nous, devant le Démosthène, on se dit, là, ça doit être plutôt Planet ou La Salborde. Le problème, c'est que et Planet et La Salborde disent que c'est Delacroix. Donc vous voyez, on tourne en rond. Enfin, on tourne en rond. On a des interrogations. Vous voyez que les sources, quand elles existent, ne sont contradictoires en elles. En fait, dans tout le décor, il y a un endroit dont on sait, comme il a été repeint après un obus qui avait démoli le décor en 1871, pendant le siège de Paris, on sait qu'il y a toute une zone de nuages dans un des deux hémicycles, un des deux culs de four, qui n'est pas de Delacroix, qui est de Andrieux, alors, qui est un autre élève qui n'avait pas collaboré à la réalisation même du décor principal. Donc là, on sait, c'est le seul endroit où on sait vraiment qui a fait quoi, ou qui n'a pas fait. Pour tout le reste, on se pose des questions, et on se pose des questions pas simplement sur les écoinçons que vous avez là, mais également sur tout le décor architectural que vous voyez un tout petit peu
dont la restauration a révélé l'extraordinaire qualité. Ça, on ne le voyait pas avant, c'était complètement obscurci, mais les guirlandes, les fausses sculptures, les mascarons, il y a 20 mascarons qui sont tous différents les uns des autres, et là on peut se poser la question de savoir si c'est les gens d'atelier de Cicérie ou si c'est même Delacroix qui ne serait pas amusé à peindre par derrière. Donc vous voyez, il y a ces questions, je ne dis pas d'authentification, mais de répartition du travail entre les uns et les autres. Est-ce que ça va consentir à avancer ou pas? Ah. Bon, alors, peut-être, hein, ouais. Voilà. Et c'est là où ce qui s'est passé à l'Assemblée nous a permis vraiment de concrétiser toute une série d'interrogations. On a en plus bénéficié, pas simplement du soutien financier de Sorbonne Université, mais de celui d'une fondation américaine qui nous a donné beaucoup d'argent il y a 4 mois et qui nous permet vraiment maintenant de faire un programme de travail pour 4 ans qui, en gros, c'est Delacroix et une analyse de Delacroix par différents moyens d'intelligence artificielle. Il y a 4 thèmes. Vous pouvez retrouver le descriptif de tout ça sur... vous tapez Delacroix.Sorbonne Université, vous voyez, c'est facile, et vous arrivez sur notre site. Et il y a 4 thèmes. Il y en a un dont je ne parlerai pas, c'est l'art de Delacroix, qui concerne les textes, et une analyse des textes de Delacroix par le biais des humanités numériques. Delacroix est non seulement un très grand peintre, mais un très grand écrivain, mais je laisse ça de côté. Ce sont les 3 autres qui nous intéressent ce soir, qui ne sont pas mis ici peut-être dans l'ordre dans lequel je vais vous les présenter, mais vous allez voir que je vais essayer de vous montrer, enfin de vous indiquer comment l'intelligence artificielle peut nous permettre d'avancer de plus en plus précisément, avec beaucoup d'hypothèses aussi, dans le processus créatif de Delacroix. Alors, la première chose que nous voulons faire, c'est ce qui a marqué sous visiter et revoir, c'est vous permettre d'avoir l'expérience que vous avez un tout petit peu tout de suite. Je pense que quand vous avez vu les détails que vous a montré Alina, vous vous êtes dit mais c'est absolument formidable, et vous avez tout de même 20 écoinçons et 2 coupoles, 2 demi-coupoles. Quand on est dessus, il y a à la fois le détail tout à fait amusant. Quelquefois, on a vu apparaître des animaux pendant la restauration qu'on ne voyait pas d'en bas, enfin, des tout petits personnages. Et puis, il y a une touche et une matière qui est absolument exceptionnelle. Donc, cette expérience-là, on veut la faire revivre aux visiteurs. Et c'est à ça que sert que sert l'intelligence artificielle à partir des photographies, des 2 campagnes de photographie que nous ont permis les fameux échafaudages, et le fait que les restauratrices nous ont laissé travailler un peu pendant qu'elles-mêmes étaient en train de peindre. Notre équipe pouvait faire à la fois une photogrammétrie, des photographies tout à fait exceptionnelles qui nous ont fourni une donnée d'une qualité extraordinaire, qui a permis dans un premier temps, c'est la photographie que vous avez vue tout à l'heure, je l'ai reprise, de faire une visualisation. Ça, c'est complètement artificiel. C'est-à-dire que ce que vous avez sous les yeux, c'est une reconstitution par l'intelligence artificielle à partir d'à peu près 5000 photos qui ont été recadrées avec il y a des logiciels qui font ça très bien, avec l'architecture. Alors là, on a le schéma d'ensemble, mais en fait, nous sommes capables à l'heure actuelle, je vous montrerai, c'est après, de circuler dans l'édifice. Là encore, cette photographie dont vous pourriez penser qu'elle a été prise en une seule fois sur les échafaudages, c'est le résultat d'une reconstitution à partir de toutes les photographies qui ont été prises et d'un travail sur logiciel. Ça a pris plusieurs semaines à notre ingénieur visualisation Nicolas Leys pour le faire. Et là, je vous le montre, si je puis dire, à plat, mais on peut circuler dedans et on a déjà fait un modèle de visite où on peut tourner, voir les choses. Alors, dans un premier temps, nous allons faire une visite guidée, c'est-à-dire que dans à peu près une période de 6 mois à 1 an, il y aura un film d'une dizaine de minutes
ou d'un quart d'heure qui sera disponible sur le site de l'Assemblée, d'ailleurs, parce qu'on travaille évidemment avec eux, qui permettra aux visiteurs d'avoir cette expérience. Mais le but ultime, c'est que vous, devant votre écran, vous puissiez aller où vous voulez et zoomer sur ce que vous voulez. Et ça, il y a des problématiques techniques par derrière un peu compliquées, et ça nous prendra probablement 2 ans ou 2 ans et demi pour le faire. Ça, c'est le premier thème. Le second thème, c'est l'analyse des mains. On a donc une base de données, de data, tout à fait exceptionnelle, et nous allons l'analyser en 2 temps. Dans un premier temps, on va apprendre à la machine ce qu'est un Delacroix, enfin, ce qu'il y a, à partir de ce qu'il y a dans la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Est-elle capable de différencier, sur tout ce que vous venez de voir, des mains différentes? Ça, on ne sait pas. Mes data scientists me disent si, on va y arriver. Bon, très bien, mais il faut donner un peu plus de grain à moudre, si je puis dire, à la machine, et nous avons la chance de pouvoir collaborer avec le laboratoire des musées de France qui met à notre disposition toutes les photographies qu'ils ont faites, qui sont de très haute définition, qu'ils ont faites de l'œuvre complète de Delacroix conservée dans les musées. C'est-à-dire, là, on est de nouveau à plusieurs milliers de photographies qui vont permettre à la machine d'apprendre ce qu'est un Delacroix en dehors de ces décors. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, il faut vous laisser le temps un peu de poser des questions, mais Delacroix faisait des petits, des moyens, des grands formats, il faisait des peintures, il faisait des aquarelles, il faisait des dessins. C'est tout ça que la machine va apprendre, et nous espérons qu'au bout du compte, elle va nous permettre de répondre aux questions que posait Alina tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des zones qui sont d'une main A, d'une main B, d'une main C, de collaboration, etc. Alors, on ne part pas sans rien, parce que l'idée d'origine nous a été donnée. On est 3 équipes actuellement à travailler dans cette direction-là dans le monde. Il y a une équipe aux États-Unis qui travaille sur les dessins de Raphaël. Il y a une boîte privée en Suisse qui vend des expertises en disant on vous dit si c'est un Caravage, mais on vous dit si c'est un Caravage à 20% de chance de réponse. Nous, vous avez compris qu'avec toutes les données qu'on a, on espère arriver à proposer une réponse ou une méthode qui s'approcherait peut-être pas des 100%, mais enfin, vous serez tout de même au-dessus de 90%. Donc, on pense qu'on va y arriver. On le pense d'autant plus qu'une autre équipe à l'intérieur de la Sorbonne a fait un peu la même chose sur des tombes égyptiennes. Ils ont photographié une trentaine de tombes égyptiennes. Ils ont réussi, en lâchant des algorithmes sur les photographies, à montrer qu'il y avait un monsieur A qui peignait les mains, un monsieur B qui peignait les têtes, un monsieur C qui peignait les draperies, etc. Et ils ont pu montrer l'existence d'ateliers qui circulaient entre les différentes tombes, avec A et C qui travaillaient dans la tombe 1, B, C qui travaillaient dans la tombe 2, etc. Donc on se dit qu'on a tout de même de très grandes chances d'arriver à trouver donc ces mains. Deuxième direction. Troisième et dernière direction, alors c'est celle qui excite le plus tout le monde. Moi, je suis un peu froid, mais là aussi, les ingénieurs avec qui je travaille me disent si, on va y arriver. Ça, c'est ce qui va évidemment frapper toutes les imaginations, c'est ça. Vous avez, alors il faut que je me mette là sur la gauche, vous avez la seule représentation que nous ayons d'un décor peint par Delacroix à l'Hôtel de Ville de Paris, au début des années, pour l'exposition universelle de 1855, décor qui a disparu dans l'incendie de l'Hôtel de Ville pendant la Commune en 1871. Donc ça, c'est la seule représentation qu'on ait de ce décor qu'on peut comprendre un peu mieux avec l'aquarelle que vous avez sur la droite, qui représente le salon symétrique qui avait été peint par Ingres. Donc comme ça, on voit, on peut arriver, puis on a des plans, on a des élévations, on peut arriver à reconstituer le salon. Vous voyez que Delacroix avait peint les lunettes que vous voyez derrière les colonnes, et puis il avait peint les éléments du plafond, un grand oculus central, et toute une série de peintures qui entourent cet oculus dans le plafond. De tout ça, il ne reste rien, puisque voilà
le décor après l'incendie de 1871. Donc on a encore quelques restes d'architecture, puis tout ça a été évidemment démoli et reconstruit. Et il nous reste sinon les gravures que Delacroix avait tirées de ce décor. Bon, vous les avez vues passer, tant pis. Et, décidément, j'ai vraiment du mal. Hein. Voilà. Et quelques esquisses ou travaux préparatoires que vous avez ici. Bon, j'en montre qu'une, mais on a... Voilà. Ah bah ça marche avec vous, vous avez la main d'or. Hein. Bon, et donc, vous l'avez compris, nous allons partir de toutes les données qu'on aura fabriquées, enfin qu'on aura récupérées, pour le programme d'intelligence artificielle analytique, qui est quelles sont les mains, pour nous lancer dans de l'intelligence artificielle générative. L'idée, c'est est-ce qu'il est possible, à partir des travaux préparatoires d'un Delacroix dont on a l'œuvre terminale, de créer un décor qui a existé mais qui n'existe plus à partir des travaux préparatoires dont on dispose. Alors vous avez compris que pour nous, l'idée c'est de faire une visite immersive du décor de l'hôtel de ville et de vous dire voilà, alors vous n'êtes pas dans l'hôtel de ville tel qu'il a été, vous êtes dans une proposition que nous vous faisons avec toute la science qu'il y a par derrière, c'est-à-dire tout le travail antérieur qui est celui des spécialistes, des restaurateurs, mais également de toute l'équipe qui aura travaillé autour de ça, parce que vous avez compris que ce qu'il y a de passionnant dans toute cette affaire, c'est la collaboration entre des gens qui ont des spécialités très différentes. Vous avez eu ici, vous voyez, même si Alina et moi, on parle à peu près le même langage, on a tout de même des expériences de l'œuvre d'art qui sont différentes. Et c'est la même chose avec les data scientists qui travaillent avec nous, avec l'ingénieur visuel qui n'a pas tout à fait la même spécialité, on va utiliser des ingénieurs qui sont spécialisés dans les décors de video games pour refaire le décor de l'hôtel de ville comme si vous y étiez. Avec des spécialistes également de chimie et de physique, puisqu'on en a profité pour faire des analyses physico-chimiques tant qu'on avait la disponibilité des échafaudages. Donc une équipe de physico-chimie de Sorbonne Université est également venue faire des analyses qui sont stockées et qu'on va pouvoir d'ailleurs comparer avec celles du laboratoire des musées de France. On a déjà eu des discussions les uns avec les autres tout à fait passionnantes, donc c'est une aventure au long cours. Évidemment qu'on veut être les premiers à pouvoir dire nous on a trouvé les bons algorithmes et la bonne méthode pour pouvoir vous dire si c'est Delacroix, parce que vous avez compris ce qu'il y avait par derrière. Est-ce que Caravage, est-ce que Rubens, est-ce que Van Gogh, vous voyez, bon, simplement ça nécessite, c'est pas mécanique, ça nécessite beaucoup de travail en amont et beaucoup de réflexion aussi, et ça la machine ne peut pas le faire. Voilà. Donc c'était Delacroix numérique. Rendez-vous dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans et normalement dans 3 ans, où vous aurez les résultats de tout ceci, plus le texte dont je ne vous ai pas parlé.
Borges, la bibliothèque de Babel. L'univers, que d'autres nomment la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini, et peut-être infini, fini, de galeries bordées, hexagonales, avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des balustrades très basses. De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs ou supérieurs interminablement. La distribution des galeries est invariable. 20 longues étagères, à raison de 5 par côté, couvrent tous les murs, moins 2. Leur hauteur, qui est celle des étages eux-mêmes, ne dépasse guère la taille d'un bibliothécaire normalement constitué. Chacun des pans libres donne sur un étroit corridor, lequel débouche sur une autre galerie identique à la première et à toutes. À droite et à gauche du couloir, il y a 2 cabinets minuscules. L'un permet de dormir debout, l'autre de satisfaire à ses gros besoins. À proximité passe l'escalier en colimaçon qui s'abîme et s'élève à perte de vue. Dans le corridor, il y a une glace qui double fidèlement les apparences. Les hommes en tirent la conclusion que la bibliothèque n'est pas infinie. Si elle l'était réellement, à quoi bon cette duplication illusoire ? Pour ma part, je préfère rêver que ces surfaces polies sont là pour figurer l'infini et pour le promettre. Des sortes de fruits sphériques appelés lampes assurent l'éclairage. Au nombre de 2 par hexagone et placés transversalement, ces globes émettent une lumière insuffisante, incessante. Comme tous les hommes de la bibliothèque, j'ai voyagé dans ma jeunesse. J'ai effectué des pérégrinations à la recherche d'un livre et peut-être du catalogue des catalogues. Maintenant que mes yeux sont à peine capables de déchiffrer ce que j'écris, je me prépare à mourir à quelques courtes lieues de l'Hexagone où je suis né. Mort, il ne me manquera pas de mains pieuses pour me jeter par-dessus la balustrade. Mon tombeau sera l'air insondable. Mon corps s'enfoncera longuement, se corrompra, se dissoudra dans le vent, engendré par la chute qui est infinie. J'affirme que la bibliothèque est interminable. Elle comporte toutes les structures verbales, toutes les variations que permettent les 25 symboles orthographiques, mais point un seul non-sens absolu. Personne ne peut articuler une syllabe qui ne soit pleine de tendresse et de terreur, qui ne soit dans l'un de ces langages le nom puissant d'un Dieu. Un nombre N de langages possibles se sert du même vocabulaire. Dans tel ou tel lexique, le symbole bibliothèque recevra la définition correcte: système universel et permanent de galeries hexagonales. Mais bibliothèque signifiera pain ou pyramide ou toute autre chose, les 7 mots de la définition ayant un autre sens. Toi qui me lis, es-tu sûr de comprendre ma langue ? L'écriture méthodique me distrait heureusement de la présente condition des hommes. La certitude que tout est écrit nous annule ou fait de nous des fantômes. Je connais des districts où les jeunes gens se prosternent devant les livres et posent sur leurs pages de barbares baisers sans être capables d'en déchiffrer une seule lettre. Les épidémies, les discours hérétiques, les pèlerinages qui dégénèrent inévitablement en brigandage, ont décimé la population. Je crois avoir mentionné les suicides, chaque année plus fréquents. Peut-être suis-je égaré par la vieillesse et la crainte, mais je soupçonne que l'espèce humaine, la seule qui soit, est près de s'éteindre, tandis que la bibliothèque subsistera, éclairée
solitaire, infini, parfaitement immobile, armé de volumes précieux, inutiles, incorruptibles, secrète. Je viens d'écrire infini. Je n'ai pas intercalé cet adjectif par entraînement rhétorique. Je dis qu'il n'est pas illogique de penser que le monde est infini. Le juger limité, c'est postuler qu'en quel endroit reculé, les couloirs, les escaliers, les hexagones peuvent disparaître, ce qui est inconcevable, absurde. L'imaginer sans limite, c'est oublier que n'est point sans limite le nombre de livres possibles. Antique problème où j'insinue cette solution. La bibliothèque est illimitée et périodique. S'il y avait un voyageur éternel, pour la traverser dans un sens quelconque, les siècles finiraient par lui apprendre que les mêmes volumes se répètent toujours dans le même désordre, qui répété deviendrait un ordre. L'ordre. Ma solitude se console à cet élégant espoir. Bonsoir à toutes et à tous, et merci beaucoup au Théâtre de la Ville déjà, et aux organisatrices et organisateurs de cette soirée de m'avoir invité à venir vous dire quelques mots du projet Virapic de Sorbonne Université. Donc un projet qui est développé depuis 2023 par l'EHNE et le CERES, dont je dirai plus précisément quelques mots tout à l'heure, et un projet qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser la viralité des photographies historiques en ligne et pour essayer aussi d'en désamorcer les dangers. Alors vous avez peut-être déjà vu cette image, si elle s'affiche exactement. Cette image, elle est extraite d'une vidéo titrée « POV, tu es une femme résistante pendant la Seconde Guerre mondiale », vidéo qui a été postée le 27 mai dernier par le service d'information du gouvernement sur les réseaux sociaux à l'occasion de la journée de la résistance. La vidéo était générée par intelligence artificielle et elle reprenait le principe des POV historiques, des vidéos qui sont à la mode en ce moment sur les réseaux sociaux et qui proposent de vous immerger à la première personne, un peu comme un jeu vidéo, dans tel ou tel épisode du passé. Vous vous réveillez à Pompéi le jour de l'éruption du Vésuve, en 1351 au beau milieu de la peste noire, ou encore le 14 avril 1912 à bord du Titanic, juste avant de percuter l'iceberg. En l'occurrence, la vidéo postée par le SIG était censée vous plonger dans la vie d'une résistante française pendant l'occupation. Et si on en a un peu parlé, c'est qu'elle était bourrée d'erreurs et d'inexactitudes, un peu comme si elle avait été mise en ligne pour mettre en garde contre les dangers d'un usage peu réfléchi de l'IA. On y voit la résistante se promener dans les rues en arborant fièrement un brassard bleu-blanc-rouge pour être sûre de bien afficher son statut de résistante aux yeux de la police. On la voit distribuer un journal clandestin qui est titré « Clandestin » au cas où on n'aurait pas compris. Et surtout, c'est l'image que vous voyez ici, on la voit en août 1944 célébrer la libération dans les rues aux côtés d'un soldat allemand que vous reconnaissez à son casque et qui est apparemment très heureux de devoir bientôt quitter Paris.
Alors, bon, pourquoi est-ce que je vous parle de cette vidéo? Vous en doutez, c'est pas vraiment pour vous en faire la promotion. Bien au contraire, c'est pour souligner d'emblée qu'utiliser l'IA dans des projets d'histoire, comme on essaye de le faire au sein du projet Virapic, c'est certainement pas s'enthousiasmer pour tous les usages parfois pseudo-historiques qui sont faits aujourd'hui de l'IA. En matière de photographie historique, l'intelligence artificielle peut constituer un outil précieux, je développerai ça dans un instant, mais il ne faut pas oublier qu'elle constitue aussi un danger. Alors on parle beaucoup aujourd'hui du danger des deepfakes, ces fausses photographies dont le danger grossit à la faveur à la fois de l'amélioration des possibilités techniques de l'IA générative et aussi à la faveur de la disparition totale de tous les garde-fous qui empêchaient de générer tout et n'importe quoi en ligne. Un exemple que je trouve assez frappant, c'est ces deux images. La première à gauche, c'est ce qu'on obtenait en 2022, en octobre 2022, quand on demandait à l'intelligence artificielle DALL-E d'imaginer une rencontre fictive entre Gandhi et Hitler. Et à droite, c'est l'image qu'on obtenait en janvier 2025 en posant la même question à l'IA Grok du réseau social X, ex-Twitter, une IA, vous le voyez, à la fois beaucoup plus performante et beaucoup plus décomplexée. Donc, bon, je ne développe pas ce point, tout le monde est bien conscient aujourd'hui du danger que représentent ces fausses photographies, de plus en plus faciles à générer et de plus en plus difficiles à repérer et à identifier. Je vais plutôt vous parler d'un danger dont on parle moins, en revanche, et que l'IA vient exacerber aujourd'hui, c'est celui qu'il y a à perdre de vue le fait qu'une photographie, c'est pas seulement une image, c'est pas seulement une illustration, c'est avant tout une archive, un document, une trace du passé. Ce qui est le plus préoccupant, au fond, dans notre vidéo du SIG, de la résistante en 1944, c'est pas qu'elle soit bourrée d'erreurs et d'inexactitudes, c'est que le service d'information du gouvernement mette sur le même plan, dans sa stratégie de communication, des photos et des vidéos d'archives et des photos et des vidéos générées par l'intelligence artificielle, sans voir le problème, sans se dire qu'on y perd peut-être quelque chose d'absolument essentiel, le rapport au document, à l'archive, comme preuve et comme outil de connaissance du passé. Si ça me paraît important d'insister sur ce point en ouverture ce soir, c'est parce que la désinformation historique dont je suis là pour vous parler, ça ne tient pas uniquement au fait que de fausses informations historiques circuleraient dans l'espace public et tout particulièrement en ligne, ça tient surtout au fait qu'on perd un peu de vue la manière même dont on connaît le passé et dont on produit un savoir, une connaissance sur le passé. Le passé, je pense que ce n'est pas nécessairement la peine de le rappeler à tout le monde, mais je le rappelle quand même. On ne le connaît pas par immersion, comme dans un POV historique ou dans un jeu vidéo. On le connaît par des traces, des documents, qu'il s'agit ensuite d'interpréter et d'apprendre à faire parler. Et ça, c'est très facile de l'oublier quand on se retrouve en ligne face à une photographie historique. Quand vous voyez des photos en noir et blanc ou en sépia surgir sur votre fil Twitter ou sur Facebook, elles s'imposent à vous avec une puissance de conviction, alors même que vous ne savez pas si elles ont été créées, générées par l'intelligence artificielle, que vous ne savez pas si elles ont été retouchées, recadrées, mais même dans le cas où ce sont de vraies numérisations, de vraies photographies, où ce sont des photographies à la fois authentiques et non retouchées, il y a toute une série d'informations que vous ne pouvez pas connaître nécessairement en ligne. Vous ne savez pas si l'original était un cliché unique, s'il était exposé dans un cadre, caché dans un tiroir, collé dans un album photo, ou si à l'inverse, cette photographie avait été tirée à des milliers d'exemplaires en carte postale ou reproduite à la rotative dans les journaux de la Belle Époque. Vous ne savez pas quel appareil, quels supports ont été utilisés. Vous ne savez pas non plus si quelqu'un avait écrit quelque chose à la marge ou au dos de la photographie. Tout ça se perd lorsque vous trouvez la photo en ligne. Souvent, l'original est conservé dans une institution patrimoniale avec là toute une série d'informations, à la fois sur la date de la photographie, sur l'identité de la photographe ou du photographe, sur le lieu, sur le contexte, sur les conditions de circulation et de conservation de la photographie. Et là encore, quand vous vous retrouvez face à la photographie en ligne, c'est très rare que ces informations soient présentes sous vos yeux, que ce soit sous forme d'une légende ou de métadonnées.
Bref, en ligne, presque fatalement, les photographies sont très souvent réduites à de simples images, à des illustrations, et toutes les informations que les historiennes et les historiens des photographies trouvent justement les plus précieuses pour les faire parler, manquent fatalement sous vos yeux. Alors dit comme ça, bon, ça paraît pas nécessairement dramatique, ça paraît un peu une lubie d'historiens qui tiennent toujours à tout contextualiser inutilement et à complexifier tout, et c'est pas tout à fait faux. Mais quand il est question de passer particulièrement sensible au cœur d'enjeux politiques qui restent très actuels, où les photographies sont utilisées comme des armes polémiques avec un pouvoir et une efficacité redoutables, quand ces photographies deviennent virales en ligne, sont repartagées, commentées des milliers de fois, tout d'un coup ça devient un petit peu plus gênant si on leur fait dire tout et n'importe quoi, que ce soit intentionnellement ou non. Alors c'est justement sur ce type de photographie que porte le projet Virapic de Sorbonne Université, des photographies virales qui touchent à des passés particulièrement brûlants, les guerres mondiales, la colonisation, les génocides du XXe siècle, et qui font l'objet en ligne de détournements, de contresens et d'autres usages problématiques. Alors j'en ai pris, pour que ce soit un peu moins abstrait, je vous en ai pris 2 exemples. Le premier exemple, âme sensible s'abstenir, c'est une photographie célèbre qui illustre souvent en ligne le scandale des mains coupées du Congo belge. Ce scandale, en quelques mots, c'est celui qui provoque, à partir des années 1890, la médiatisation en Europe des atrocités qui sont commises dans l'État indépendant du Congo, alors sous la tutelle personnelle du roi des Belges Léopold II. L'exploitation intensive du caoutchouc s'accompagne au Congo de violences, de tortures, d'exécutions, et une pratique choque alors tout particulièrement l'opinion publique européenne. On demande, pour justifier l'emploi des cartouches qu'ils ont attirées, aux soldats de la force publique d'amputer et de conserver les mains des cadavres exécutés. Alors ce sont ces mains coupées que portent ici les 3 hommes au centre de la photo, encadrés de part et d'autre par 2 missionnaires européens coiffés de casques coloniaux. Et quand on voit cette photo, spontanément, on se dit que ce sont les victimes au centre et les 2 bourreaux qui les encadrent en posant crânement face à l'objectif de l'appareil photo. C'est d'ailleurs comme ça que cette photo est souvent interprétée et utilisée en ligne et sur les réseaux sociaux. Je vous ai pris ici l'exemple d'un post Facebook qui utilise cette photo pour renvoyer à un article sur les mains coupées au Congo en indiquant ce que les missionnaires ont fait en Afrique à lire absolument. Alors si je vous en parle, bien sûr c'est parce que c'est faux, les 2 hommes sont bien des missionnaires, Edgar Stannard et John Harris, et c'est la femme de ce dernier, Alice Seeley Harris, qui prend la photo et qui est elle aussi une missionnaire. Mais ce ne sont ni les auteurs ni les complices du crime qu'ils sont en train de documenter. Ils photographient ce crime, mais pour le dénoncer. Ils multiplient à l'époque ce genre de photographies et à partir de 1906, ils les utilisent pour les projeter dans des conférences, dans des tournées de conférences en Grande-Bretagne et aux États-Unis pour sensibiliser l'opinion publique aux atrocités qui sont commises au Congo belge. Alors rappeler ça, c'est faire du fact-checking si vous voulez, mais c'est surtout rappeler qu'une photographie, comme je le disais tout à l'heure, c'est jamais seulement une illustration. Que si on se contente d'utiliser cette photographie pour illustrer les mains coupées du Congo belge, on passe à côté de l'essentiel, le fait que ces crimes scandalisaient déjà l'opinion publique au début du XXe siècle et que c'est justement pour ça qu'on les photographiait et qu'on les a ensuite conservés. Ce type de nuance, prendre en compte non seulement ce que représente une photographie, mais aussi les intentions de celle ou de celui qui l'a prise et les usages qui étaient faits de cette photographie, c'est typiquement ce qui se perd en ligne dans les usages et les circulations des photographies devenues virales, alors que ça change, vous le voyez, du tout au tout, l'interprétation qu'on peut faire de ces photographies. C'est peut-être plus frappant encore dans mon 2e exemple, celui des photographies de propagande. Je vous ai pris ici l'exemple d'une émission de France Inter consacrée à l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne en janvier 1933, accompagnée d'une photographie qui est souvent utilisée pour illustrer cet événement en ligne et qui est souvent mise en avant comme preuve de l'enthousiasme populaire qu'aurait suscité cette arrivée des nazis au pouvoir.
Alors là encore, vous vous en doutez, si je vous en parle, c'est qu'il y a un problème. Cette photographie, c'est en fait une photographie de tournage d'un film de propagande nazie, Hans Westmar, un biopic sur le martyr du national-socialisme Horst Wessel, qui s'achève sur le cortège funèbre de ce grand héros du nazisme à travers les rues de Berlin et notamment sous la porte de Brandebourg. C'est ce moment du tournage précisément qui est photographié ici. On voit d'ailleurs les projecteurs qui servent à éclairer le tournage. Et je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer pourquoi c'est un peu gênant de prendre pour argent comptant de la propagande nazie, surtout quand il s'agit de mesurer le degré d'adhésion populaire des populations allemandes au nazisme. Alors ces deux exemples, ils montrent assez bien ce qu'on essaye de faire dans le projet Virapic. On repère des photographies historiques devenues virales en ligne et utilisées de façon problématique pour une raison ou pour une autre. On étudie leur viralité, leur circulation, la diversité des usages que les internautes font de ces photographies. Et on part de ces images, non seulement pour faire du fact-checking, mais pour faire aussi de la pédagogie, pour rappeler que les photographies historiques, ce sont des documents, et pour expliquer les questions qu'il convient de se poser face à ces documents, et montrer ce que c'est que regarder ces photographies en historienne, en historien. Cette dimension pédagogique, en quelques mots, elle est très importante pour nous parce que le projet Virapic, il est hébergé sur la plateforme de l'EHNE, l'Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe, qui est à la fois l'encyclopédie d'histoire de Sorbonne Université et le site expert du ministère de l'Éducation nationale pour les ressources pédagogiques en histoire. En gros, sur le HNE, on poste des articles écrits par des historiennes, des historiens sur leur sujet de spécialité, à destination notamment des enseignantes et des enseignants du secondaire, et puis d'un public plus large d'étudiants en histoire et de passionnés d'histoire. C'est donc à ce public large que s'adresse le projet Virapic, avec pour but de faire une œuvre utile en matière de diffusion aussi bien des clés de l'analyse historienne des photos que de culture numérique. Il s'agit de diffuser, de montrer que, bon, certes, n'importe qui ne peut pas s'improviser historien de la photographie et devenir expert de toutes les photographies du passé, mais que, à minima, n'importe qui est capable de se poser les bonnes questions face à une photographie et d'avoir conscience des informations qui lui manquent pour être capable d'interpréter véritablement cette photo. Il s'agit ainsi, si vous voulez, d'étendre le champ de notre vigilance en ligne face aux photographies historiques. Étendre le champ de notre vigilance, qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense qu'on a toutes et tous aujourd'hui le réflexe, quand on voit une photographie en ligne qui nous paraît trop belle pour être vraie ou qui nous paraît trop surprenante, de se demander si elle a été générée par l'intelligence artificielle. Je pense qu'en revanche, on a moins conscience que ce n'est pas là le seul danger qui nous guette en ligne face à des photographies historiques et qu'on peut aussi bien tomber dans le panneau face à une vraie photographie, que ce soit en prenant pour argent comptant une photo de propagande, en passant totalement à côté des intentions du photographe ou de la photographe, en décontextualisant la photo, en croyant qu'elle illustre ce qu'elle n'illustre pas. Je pourrais vous citer de nombreux exemples qu'on étudie dans Virapic de ces différents mésusages qui sont faits des photographies. Donc c'est en ça que Virapic relève d'une pédagogie numérique. Je dirais que ça va plus loin aussi. On utilise par exemple des photographies et des vidéos générées par l'intelligence artificielle pour donner à voir la manière même dont fonctionnent ces IA génératives. Je reviens à notre vidéo de résistante en 1944 sur laquelle j'ouvrais tout à l'heure. Ce n'est pas un hasard si le service d'information du gouvernement s'est retrouvé par mégarde à y insérer un soldat allemand. C'est parce que les photographies du Paris de 1944 que l'intelligence artificielle a moissonnées pour reconstituer ce Paris de 1944 faisaient figurer assez souvent des soldats allemands se promenant dans les rues de Paris. Et on peut donc utiliser les erreurs, les biais de l'IA générative pour faire réfléchir aux enjeux politiques, économiques qui sous-tendent ces IA génératives.
Les corpus d'images, par exemple, disponibles en ligne, qui nourrissent ces IA génératives, dépendent en effet des capacités de numérisation qui sont très inégalement réparties dans le monde et en fonction des institutions. Elles dépendent aussi des stratégies de numérisation qui sont mises en œuvre par des institutions patrimoniales, mais qui sont aussi mises en œuvre par de grandes entreprises multinationales qui exercent un monopole de plus en plus grand et problématique sur la photothèque numérique. Et elles dépendent aussi, et ça, là c'est encore plus problématique, d'acteurs politiques. Il suffit de mentionner par exemple les récentes mesures prises par l'administration Trump aux États-Unis pour faire disparaître autant que possible les occurrences en ligne de certaines photographies non conformes à ces orientations idéologiques, avec, entre autres choses, pour but de peser sur les images que les IA génératives seraient susceptibles de générer à partir de ce corpus numérique. Le pari de Virapic, c'est donc d'utiliser le pouvoir attractif des photographies pour faire passer cette leçon de méthodologie historique et de vigilance numérique, d'utiliser, si on veut, la puissance des images contre le danger des images. Et tout l'intérêt qu'il y a à héberger Virapic sur la plateforme de l'EHNE, avec ses 2 millions de visiteurs par an, sa crédibilité institutionnelle et son bon référencement en ligne, c'est de donner une caisse de résonance aussi large que possible au contenu Virapic et de leur permettre de figurer parmi les premiers résultats de recherche sur Google, sur d'autres moteurs de recherche associés aux photos concernées. D'utiliser, si vous voulez, la puissance des algorithmes contre le danger des algorithmes. Et vous me voyez peut-être venir, d'utiliser enfin la puissance de l'IA contre les dangers de l'IA, parce que, bon, vu qu'il s'agit d'une soirée consacrée à la place de l'IA dans les travaux menés à Sorbonne Université, c'est peut-être utile que j'en dise quelques mots. Alors, bon, où est-ce que l'IA intervient dans tout ça ? Virapic, je le disais tout à l'heure, c'est le résultat d'un partenariat entre les historiens de l'EHNE, dont je fais partie, et les informaticiens du CERES, le centre d'expérimentation en méthode numérique pour les recherches en sciences humaines et sociales, qui fait partie, comme l'EHNE, de Sorbonne Université. La technologie développée par le CERES qui est au cœur du projet Virapic, c'est celle qui s'affiche à l'écran, c'est l'outil Panoptic, un outil de visualisation, d'exploration et d'annotation de grands corpus d'images et de textes. C'est donc là qu'intervient l'IA dans ce projet Virapic. Elle nous permet concrètement d'identifier des milliers d'occurrences en ligne d'une même photographie et de classer les pages web sur lesquelles apparaît cette photographie en fonction de la manière dont elle y est utilisée. Est-ce qu'elle est retouchée, recadrée ou non ? Est-ce qu'elle est légendée ? Est-ce qu'elle est commentée ? Est-ce que ce qu'on en raconte correspond à ce que les historiennes et les historiens savent de l'histoire de cette photo ? Vous voyez sur cette image panoptique au travail, alors pas sur une photographie historique, mais sur une gravure et sur ces différentes occurrences dans des publications de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Mais dans le cas de ces gravures, comme dans celui des photographies historiques, c'est bien la même chose qu'on demande à l'intelligence artificielle, repérer des similarités et des différences, à la fois pour assembler le corpus des pages web où figure cette même photographie et pour les classer en repérant les différents usages qui en sont faits sur ces différentes pages web. Alors, bon, ça peut paraître un usage un peu modeste de l'intelligence artificielle, surtout à côté des magnifiques projets qui viennent de vous être présentés. On se contente, après tout, d'utiliser l'intelligence artificielle pour naviguer dans la bibliothèque de Babel de l'Internet, pour se repérer dans des corpus massifs qui seraient impossibles de traiter sans cette intelligence artificielle. Mais on n'exploite pas du tout, en revanche, les potentialités de l'IA générative. Alors, bon, là-dessus, je dirais, sans nécessairement être critique des usages qui sont faits de l'IA générative, et surtout ce serait difficile d'être critique après les présentations extrêmement convaincantes qui viennent d'être faites. Je dirais que dans un domaine comme l'histoire des photographies, où on a vu tous les dangers malgré tout qui accompagnent la multiplication des photographies générées par intelligence artificielle, ça nous a semblé important au sein du
du projet Virapic, de ne pas céder à la dimension magique de la nouvelle technologie et de la maintenir à sa juste place dans nos travaux. C'est à ce prix, je pense, en assumant un usage moins sexy sans doute de l'intelligence artificielle, mais qui permette de ne pas venir ébranler les fondements de la discipline historienne dans son lien, dans son rapport notamment à l'archive et aux documents, qu'on peut en faire, parce que c'était l'objet de ma présentation, un outil pour lutter contre la désinformation historique en ligne. Je vous remercie pour votre attention et je ne sais pas si on a un peu de temps pour des questions. Thank you.